Erwan Le Nohan, bonjour. Bonjour. L'obsession égalitaire, on va voir on va voir l'image. Non, juste c'est petite armure libérale que je vous offre, mesdames, messieurs, qui nous faites l'honneur de nous regarder, pour vous aider à combattre pendant les fêtes. Voilà, les assauts collectivistes qui ne manqueront pas. Donc, il y a donc le bouquin d'Erwan. On va en parler très très largement. Et puis, on l'a déjà reçu ici, Guillaume Bazot, l'épouvantail néolibéral, un mal très français. Ça aussi, c'est quand même énormément de chiffres et d'arguments pour ne pas avoir honte d'être libéral et de défendre le marché. Voilà, c'est ce qu'on va faire là. Le marché et la liberté. Le marché et la liberté. Le marché et l'actionnaire. Oui, mais la liberté, c'est facile de défendre la liberté. Tout le monde défend la liberté. La façon dont toi, tu défends la liberté, c'est un peu plus compliqué. La lutte contre les inégalités est aujourd'hui un programme politique consensuel, dis-tu. Je crois que c'est le cas. On va évidemment détailler tout ça très très largement. Mais je l'ai déjà raconté, y compris de grands patrons. Enfin, j'ai déjà dit ici, Patrick Pouyanné, par exemple, il pense qu'aujourd'hui, la montée des inégalités est, pour lui, le problème le plus préoccupant. En tant que patron de Total, évidemment, il s'occupe du carbone, mais en tant que patron de Total, c'est le problème le plus préoccupant. Qu'est-ce qui te gêne dans l'idée que ce soit effectivement un programme aujourd'hui très consensuel ? Je pense que c'est un programme consensuel, mais erroné. Erroné pour deux raisons. D'abord parce qu'il se trompe de constat, et qu'en se trompant de constat, il propose des solutions qui créent plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. Ouais. Il se trompe de constat, au moins sur deux points. D'abord, la France est l'un des pays les plus égalitaires des pays développés. Donc au niveau national, l'idée de dire que les inégalités seraient criantes, c'est faux. Ensuite, au niveau... D'un point de vue, on reviendra là-dessus, on reviendra sur ces points. Vas-y. D'un point de vue historique, le monde est aujourd'hui l'un des plus égalitaires qu'il n'ait jamais été. Donc, en tendance, c'est également faux. Donc, statistiquement, le constat d'une explosion des inégalités n'est pas vrai. Alors, on sont remontés... Sur période très longue, attention. Sur période relativement... Oui, ça dépend ce qu'on entend en 2 ou 3 siècles, quand même. Non, mais même sur 50 ans, à la naissance du capitalisme, non. Tu nous racontes Zola, etc. Et tout. Absolument. Ok, on est d'accord. Mais non, mais même... On s'intéresse aux 20 dernières années. On va revenir sur les 20 dernières années après. Mais sur le deuxième point de constat erroné, c'est que, en fait, quand ces gens, je pense, parlent d'inégalité, ils se trompent de terme. Voilà. Le problème, ce n'est pas les inégalités, ce sont ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, les injustices. Tu sépares inégalité, discrimination et injustice. Absolument. Et tu dis la priorité, c'est pas l'inégalité, c'est l'injustice. Non, parce que les inégalités, c'est un simple constat statistique en réalité. Alors que ce qu'on doit chercher à résorber quand on est libéral et démocrate, c'est les discriminations ou les injustices. C'est-à-dire des situations dans lesquelles les citoyens ne donnent pas aux citoyens les chances de participer à la compétition sociale et économique, parce qu'en réalité, on ne leur accorde pas le même droit au sens d'égalité de droit que dans la Déclaration des droits de l'homme. Absolument. Exemple, si ma collègue de bureau, pour le même job que moi, est moins bien payée que moi, c'est une inégalité statistique. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça révèle, et ce qui est problématique, c'est ce que ça révèle. Une discrimination, probablement pour une raison de genre. Si vous me mettez sur un terrain de foot avec Kylian Mbappé, et qu'on est rémunéré à l'issue pour nos performances sportives, il y aura aussi une inégalité statistique, ce qu'il est fort probable que je serai payé beaucoup moins que lui, compte tenu de mon expérience et de ma capacité dans ce sport. Mais ça ne sera pas illégitime. Ça sera relativement juste, puisqu'on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas le même entraînement, etc. Et donc, mon point, c'est de dire... Une partie de la société reconnaît, d'ailleurs. Il est bon, l'exemple d'Mbappé. Hein. Mais dans le sport... Dans le sport, on reconnaît tout à fait. On le reconnaît tout à fait. Alors, la question, c'est pourquoi on ne le reconnaît pas dans l'économie, par exemple. Je pense que ça tient à... Il y a des raisons structurelles. Les pays européens sont traditionnellement plus méfiants vis-à-vis du marché que les États-Unis. Les historiens, pour le faire très vite, l'expliquent par le fait qu'on est quand même un continent qui, depuis des siècles, passe son temps à s'entretuer. Et donc, on n'a pas spontanément confiance dans le voisin. L'histoire américaine est différente. Et l'autre raison, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est figée, parce qu'on a voulu lutter contre les inégalités. Et donc, on est dans une conception de l'économie et de la société qui est, j'utilise l'image assez connue, celle du gâteau.
on considère que le gâteau ne peut pas grandir. Et donc, si l'un d'entre nous prend une part plus grande, eh ben, ça sera nécessairement à mon détriment. Donc, je vais l'empêcher de le faire. Et donc, en fait, on se bat pour les miettes. Ce que je dis dans le bouquin, c'est on en est dans une société qui passe son temps à se battre pour les miettes plutôt que de réfléchir à faire grandir le gâteau. Juste un mot, parce que la formule est belle. Les Américains donc, expliquent que dans leur pays, toute personne pauvre est perçue comme un millionnaire temporairement empêché. Exactement. La formule, c'est de Steinbeck, je crois. En tout cas, elle est attribuée à Steinbeck. Il y a cette idée aux États-Unis que n'importe qui peut devenir riche. Ce qui est d'ailleurs millionnaire temporairement empêché. Et ce qui est d'ailleurs pas statistiquement vrai. Aux États-Unis aussi, l'égalité des chances n'est pas parfaite. Aux États-Unis aussi, si vous êtes né dans un milieu défavorisé ou selon vos origines ethniques, vous n'avez pas les mêmes chances que vous êtes WASP issu de New York. Mais il y a cette croyance qui est beaucoup plus forte. Je veux revenir, on va voir. J'ai apporté alors un tableau que j'avais déjà, que vous avez déjà vu si vous nous faites l'honneur de nous regarder régulièrement, parce qu'il est frappant. Donc c'est l'INSEE qui avait fait ça à l'occasion d'un Conseil national de la refondation du 12 décembre 2022, très exactement. Donc l'effet redistributif en France, qui est extrêmement puissant, tu reprends ces chiffres d'ailleurs. Donc les écarts sont de 13 fois donc, entre écarts salariaux, purement salariaux, ou en tout cas écart de revenus, on va dire. Au départ, c'est donc un rapport de 1 à 13, ce qu'on appelle les revenus primaires, en tenant compte et de la redistribution et de ce que l'INSEE appelle les prestations en nature, c'est-à-dire l'utilisation des services publics, on se retrouve de 1 à 3. Oui. Donc effectivement, on est très très loin d'une société inégalitaire. Mais, tu cites beaucoup Tocqueville, avec un grand plaisir, ça me permet... très franc, je n'ai pas lu Tocqueville dans le texte, mais ça m'a donné envie de le lire, donc je vais peut-être le faire. Et en tout cas, c'est très plaisant. Et donc, paradoxe, dis-tu, identifié par Tocqueville, à mesure qu'elles se réduisent, les inégalités deviennent plus insupportables. Oui, alors ça, c'est Tocqueville qui l'a mis en évidence, il est connu pour ça, et puis je crois que Raymond Aron l'a repris ensuite dans ses travaux. Les sociétés démocratiques, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre une société d'Ancien Régime et une société démocratique ? C'est que dans l'Ancien Régime, mon destin, il est déterminé de façon exogène. Il est déterminé par Dieu qui va choisir mon salut à la fin de ma vie. Il est déterminé par le corps auquel j'appartiens, tiers état, etc. La société démocratique, qui arrive avec les États-Unis et la France, c'est cette idée que mon avenir repose sur moi-même. Et donc, j'ai entre mes mains la capacité de réussir. Ça a un côté négatif, j'allais dire, c'est que ça fait peser sur les individus la responsabilité de leurs limites et de leurs échecs. Tout à fait. D'où l'intérêt de la redistribution. Le but du bouquin n'est pas de dire qu'il faut supprimer la redistribution. C'est de dire qu'il faut la redistribution et il faut lutter contre la pauvreté et laisser les riches tranquilles, pour le dire très très vite. Et que notre objectif, ça n'est pas d'emmerder les riches, c'est de faire en sorte au contraire qu'il y en ait plus, et c'est de faire en sorte d'aider les pauvres. Et ça n'est pas en empêchant la richesse qu'on empêche la pauvreté. Mais dans ces sociétés donc pour revenir à la question de Tocqueville, dans les sociétés démocratiques où chacun a la possibilité de réussir sa vie, il y a a priori l'idée que si mon voisin a réussi, dans la même société, il n'y a pas de raison que moi non plus je ne puisse pas réussir. Et ce que Tocqueville dit, c'est que donc, progressivement, les gens vont avoir envie des mêmes choses, on va avoir envie de la même consommation, et qu'on va rapprocher de fait les conditions, et qu'on va avoir une égalité de droits. Tocqueville ne dit pas on doit aboutir à une égalité de fait. C'est là où il n'est pas égalitariste, et Raymond Aron non plus. Or, aujourd'hui, dans la lutte contre les inégalités, on est passé de cette logique d'égalité des chances à une logique de on doit réaliser l'égalité réelle de fait. On doit faire en sorte, non pas que les gens soient égaux, mais uniformes. On doit faire en sorte que si mon voisin roule en Porsche, c'est scandaleux et qu'on devrait l'empêcher parce qu'au fond, c'est une offense qui m'est faite. Oui, comme tout le monde ne peut pas rouler en Porsche, à ce moment-là, tout le monde devra rouler en Clio. Exactement. Voilà. Exactement. Et ça, c'est cette idée que... Avec un moteur que Tocqueville identifie et que tu reprends, qui est l'envie. L'envie, absolument. C'est le grand tabou, ça, dont on ne parle pas, en fait, dans l'ensemble de ces sujets, notamment autour de la fortune de Bernard Arnault, etc. Et tout. Même quand tu fais une règle de 3, tu la disperses sur les 60 millions de Français, ça ne change la vie d'absolument personne, la fortune de Bernard Arnault. Mais c'est ce moteur, c'est l'envie, qui est un moteur, mais un moteur aussi de destruction de la cohésion nationale. Oui et non. En fait, je crois que les inégalités en tant que telles sont un problème pour la solidarité nationale, pour la cohésion nationale,
mais dans les pays les plus pauvres, dans les pays où il y a des gens qui sont extrêmement pauvres et des gens qui sont extrêmement riches. Ce n'est pas le cas chez nous. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce qui fracture la société, c'est beaucoup plus notre obsession de lutte contre les inégalités. Pourquoi ? Parce que quand on lutte contre les inégalités, on maintient les gens entre deux bornes. L'objectif, c'est de les maintenir entre deux bornes. La lutte contre les injustices, c'est de faire en sorte qu'il y ait un plancher. Les inégalités, c'est deux bornes, un plancher, un plafond. Pour réussir à faire un plancher, à avoir maintenir les gens entre deux bornes, il y a deux outils principaux. Le premier, c'est la fiscalité. On taxe tous les gens qui dépassent. Et le second, c'est la réglementation. Donc on va choisir pour vous quelle est la bonne école pour vos enfants, par exemple. Parce que de cette manière, on a un traitement égalitaire. Je pense que fondamentalement, ça ne peut pas marcher. Mais ça peut encore moins marcher quand les services publics sont défaillants. Ouais, et quand les services publics sont défaillants, ceux qui le peuvent, ils sortent du système public. C'est ce qu'on voit dans l'éducation. Et donc, en fait, cette lutte contre les inégalités a abouti à une société qui est figée, une société où les gens qui sont en bas de l'échelle, pour le dire très vite, voient qu'ils n'ont pas d'espoir d'améliorer leur propre situation ou la situation de leurs enfants. Et c'est ça, je crois, donc c'est la faillite du service public qui aujourd'hui est beaucoup plus déstructurant pour la société que le fait que Bernard Arnault soit très riche. Alors c'est facile, c'est un bouc émissaire facile, mais je pense qu'on se trompe profondément de diagnostic quand on dénonce la richesse ou les plus riches. Et on peut y revenir, j'ai un chapitre dans le livre où j'explique pourquoi, en plus, de mon point de vue, la richesse de ces gens, outre qu'elle peut être stimulante pour l'économie, n'est pas illégitime. Oui, alors on y reviendra parce que le seul désaccord qu'on peut avoir, mais c'est un désaccord au sein du camp libéral, c'est autour de l'héritage. Ah, absolument. Voilà, où là, effectivement, l'impôt sur la mort, c'est bon. Mais je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusque-là. La croissance des inégalités n'est pas le fruit du capitalisme, dis-tu. Il a permis les progrès sociaux les plus considérables de l'histoire de l'humanité. Ok, mais c'est là où je vais en venir aux 20 dernières années. On a l'impression que le mouvement est stoppé. On a l'impression qu'en fait, et notamment tout cela s'est accéléré avec la politique des banques centrales, l'argent gratuit, etc. L'argent gratuit profite largement davantage à ceux qui en ont déjà. Et donc on a l'impression là d'un système qui se casse. Tu ne le nies pas d'ailleurs sur les 20 dernières années. Alors, dans les pays développés. Au niveau mondial, c'est pas le cas, parce que dans les 20 dernières années... C'est quand même la situation de la France qui m'intéresse. Absolument. Donc, voilà. Je crois que... Bon, je peux revenir sur les politiques monétaires, parce que ce sera un immense débat au sein des libéraux sur ce qu'est la bonne politique monétaire et tout, qui dépasserait mes compétences. Mais sur les faits, c'est que l'argent est devenu gratuit et que ceux qui pouvaient largement s'endetter en ont très largement profité. Absolument. Plus inflation des actifs. Si vous aviez de l'immobilier, si vous aviez des actions en bourse, vous en avez très largement profité. Absolument. Mais là, on est sur on va en fait arriver assez vite sur les questions d'héritage, mais parce qu'on est sur les inégalités de patrimoine plus que de revenus. La question que je soulève dans le livre, c'est de savoir est-ce que ces gens qui ont réussi à se constituer un patrimoine, qui après ont su profiter ou ont profité des politiques les plus récentes, est-ce que la constitution de ce patrimoine a été illégitime ? Je pense que c'est pas le cas. Qui s'explique essentiellement par le fait que une partie de la société qui s'est inscrite dans les grandes transformations des 20 dernières années, la mondialisation, la numérisation, et en plus qui ont profité des tendances structurelles qui est la paix et la croissance depuis 80 ans. C'est vrai pour les grands milliardaires américains, Erwan, j'ai aucun problème avec ça. Je ne crois pas que ce soit vrai, et enfin, des bouquins entiers ont été écrits pour nos fortunes rentières à nous. Alors, je pense que je serais un peu plus mesuré, dans le sens où il y a en France plus de reproduction sociale et plus de capitalisme d'héritier que dans d'autres, que aux États-Unis par exemple. Absolument. Cela étant, la question c'est comment on l'explique et d'où ça vient. Est-ce que ça vient du fait que ces gens ont eu des comportements rationnels dans leur propre intérêt ? Ce que n'est pas illégitime. Oui, il y a eu de spoliation de personnes, c'est ça que tu veux dire. Ouais, on est d'accord. Ou est-ce que ça vient du fait qu'il n'y a pas assez de concurrence en France et que la concurrence est économique et sociale par le fait que notre système scolaire ne permet pas aux gens les plus défavorisés ou aux classes moyennes inférieures de réussir aussi bien que les autres. Donc, mais je comprends. C'est-à-dire, en fait, tu dis, oui, effectivement, les riches peuvent représenter une société figée, mais parce que la société, dans son ensemble, en fait, c'est figé du fait
de cette obsession égalitaire. Absolument. Voilà. Absolument. Absolument. Juste un mot quand même sur le marché, après on va retourner, mais parce que la phrase est belle, donc tu dis non, ça n'est pas le fruit du capitalisme, bien au contraire, le marché est la seule institution qui intègre toute l'information connue à un moment donné. Voilà. Oui. Et même, je crois que c'est une phrase de Friedman, l'aptitude du marché à utiliser la connaissance dispersée. Ouais, alors je crois que c'est Hayek. Hayek, voilà. Absolument. Et moi, c'est alors, ce qui est fascinant, et ce que je trouvais absolument passionnant chez Hayek, c'est justement cette conception qu'il a du marché. Le marché, ça n'est pas parfait. Un délit d'initié permanent. Voilà. Et en fait, c'est surtout... ça n'est pas, c'est pas parfait au sens où ça permettrait d'avoir une société stable, et stabilisée et harmonieuse à jamais. Le problème, c'est que ça ne peut pas exister. Que ceux qui ont essayé de le faire, et ça n'est pas un hasard, ça finit systématiquement dans la misère humaine et l'oppression politique. Le marché, c'est cette institution parfaite au sens où elle intègre l'ensemble des informations. C'est le fameux... c'est le fameux exemple du crayon à papier. Mon crayon, quand j'ai un crayon à papier entre les mains, il a un prix. Et ce qui est intellectuellement fascinant, c'est que dans ce prix est révélé le fait est révélé l'ensemble de la valeur de travail qui a été mise dedans, l'ensemble des intrants qui ont été utilisés, l'ensemble de toute l'information qu'on peut connaître sur le fait que, je sais pas, le pays producteur du graphite, je connais le mieux, mais est en guerre et donc le prix a augmenté, le fait que le distributeur est en grève et donc le prix a augmenté, qu'il y a une nouvelle entreprise qui s'est ouverte et donc le prix a diminué. Moi, consommateur, je ne le sais pas, mais le prix révèle tout ça. Et le marché révèle tout ça et c'est pour ça qu'il se renouvelle en permanence. Le marché, c'est d'abord une institution de transmission de l'information. C'est ça, de transmission et d'échange d'informations. Et face à ça, tu dis, le mouvement spontané des individus, donc que crée le marché, est un péril car il trouble l'ordre social déterminé par les promoteurs de l'égalité administrée. Exactement. Je crois qu'elle est de toi, cette phrase-là. C'est vrai ? Elle est bien. Oh là là. Le mouvement spontané des individus trouble l'ordre social déterminé par les promoteurs de l'égalité administrée. C'est pour ça qu'ils n'en veulent pas. Exactement. Parce qu'en fait, quand je reviens à cette conception de l'idée d'une société entre deux bornes, celui qui prend son indépendance, il remet en cause à la fois la situation des autres, la situation qui lui était assignée, à tel point que certains ont des théoriciens de l'obsession égalitaire, en tout cas des promoteurs de l'obsession égalitaire, défendent l'idée qu'il faut mettre en place, qu'il faut réaliser l'égalité des places. Et ils assument le fait de dire qu'il faut que les gens soient protégés à une place sans perspective de mobilité sociale, parce qu'il vaut mieux de la sécurité que de l'incertitude. Et je crois que au fond, il y a une appréhension au risque et à l'incertitude qui est très forte, et qui est très divergente selon qu'on est plus ou moins libéral. Et ce que je reproche au système scolaire notamment, c'est qu'il devrait être là pour permettre aux gens d'avoir plus confiance en eux, parce qu'en leur apporter les outils et les bagages pour affronter la compétition qui est très rude, la compétition sociale qui est très rude. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, et à nouveau, ça vient d'une défaillance du service public plus que d'une défaillance du marché. Et c'est pas le cas, et ça nous ramène à l'information, c'est-à-dire que ce que tu expliques très bien, c'est que, à la limite, pourquoi pas, on pourrait dire, oui, pourquoi pas une société de sécurité figée. Sauf qu'en fait, ça se passe jamais comme ça. Une société de sécurité figée devient, alors c'est une phrase de Jean Tirole, ce qu'est aujourd'hui le système éducatif, c'est-à-dire un gigantesque délit d'initié. Absolument. Tu as les insiders proches du pouvoir qui ont l'information et qui profitent, et les outsiders qui subissent. Absolument. Le système scolaire aujourd'hui, et c'est le fruit de dizaines d'années de défaillance. Le système scolaire est profondément injuste. C'est-à-dire, selon que vous naissez dans un quartier ou dans un autre, selon que vos parents ont le capital financier ou culturel, parce que les statistiques montrent que les enfants qui réussissent, ce sont les enfants des CSP+, donc des gens qui ont le plus d'argent, et les enfants d'enseignants, parce qu'ils connaissent le système, et bien selon toutes ces considérations-là, vous n'avez clairement pas les mêmes chances de réussite dans le système scolaire. Et c'est au fond... C'est ce que je pense être l'un des principaux problèmes de la société française aujourd'hui, parce que c'est une trahison de la promesse républicaine qui est de dire d'où que vous veniez, qui que vous soyez, la République vous ouvre des opportunités. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Et c'est une trahison aussi de la promesse
démocratique, qui est que dans une société démocratique, on doit pouvoir réussir par son mérite. Je cite dans le livre Beaumarchais, à la fin du mariage de Figaro, il a quelques vers qui, moi, me sont très importants, et qui dit, c'est Figaro qui dénonce en chantant, et qui dit « Par le sort de la naissance, l'un est roi, l'autre est berger, le hasard fit la distance, l'esprit seul peut tout changer ». Aujourd'hui, on est dans une société, en tout cas la société française, où l'esprit seul ne suffit pas pour tout changer. Il faut avoir un capital culturel, un capital financier, et là où le service public devrait avoir du sens, c'est pour compenser ça, pour permettre à tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, d'accéder à ces chances de l'esprit. Alors aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est même le contraire. C'est même le contraire. Je donne des exemples. On a reconstitué une société de caste. Absolument. Moi, je donne des exemples d'associations dont je me suis occupé, de jeunes dans les banlieues, qui ont énormément de talent, mais qui ont, on ne se rend pas compte, mais qui ont pas l'information, en fait. Et cette information sur comment on peut réussir, comment on peut... Les voies sont ouvertes, y compris quand on travaille, et d'abord parce qu'on travaille, mais y compris quand on travaille, ils ne le savent pas, et donc ils sont... le système, j'apprends rien à personne, donc le système d'orientation français est une catastrophe. Société, donc l'obsession inégalitaire crée atteinte aux droits de propriété, donc on l'a vu à travers la fiscalité, quand même, se remettre, parce que c'est une courbe, la courbe des prélèvements obligatoires, juste je le dis d'un mot, parce que il faut vraiment l'avoir en tête. Macron, depuis qu'il est élu, a baissé les impôts, c'est indéniable. Et pourtant, le taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui rapporté au produit intérieur brut n'a jamais été aussi élevé en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine fiscale aujourd'hui est devenue folle. Ça veut dire que, à cause d'effets de seuil, etc., qui seraient complexes d'expliquer, d'analyser, d'ailleurs, même l'INSEE a un peu de mal à analyser tout ça, la machine avance par elle-même, tellement aujourd'hui elle est puissante. Donc atteinte aux droits de propriété, clientélisme, contrôle social. Je voudrais y venir là. La grande menace, écris-tu, c'est administrer les comportements individuels. L'obsession égalitaire ne peut se réaliser qu'à travers une forme de centralisation et de contrôle social. Elle ne peut se traduire que par une forme d'ingénierie technocratique, c'est-à-dire par le pilotage non seulement des groupes, mais également des êtres, pour leur dire ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Oui. Je trouve que tu vas loin quand même, là. Tu vas fort. C'est la société orwellienne, évidemment, que tu décris là. On n'en est pas là quand même, Erwan. Mais pas comme, enfin, oui, on n'en est pas là, mais en fait, mais pas complètement. Mais on y va, quoi. On y va si on y prend garde. En fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a quelque chose moi qui m'interpelle profondément, c'est que les débats sur la dépense publique et la fiscalité ne sont jamais posés sous l'angle de la liberté individuelle. Or, d'abord sur l'impôt, quand on reprend les débats en 1914 de mémoire, quand a été créé l'impôt sur le revenu, Joseph Caillaux, ministre des Finances, est interpellé par les députés, mais virulemment, qui lui disent « mais la déclaration d'impôt, c'est scandaleux, parce que c'est une atteinte à la vie privée des individus. » C'est juste après la Première Guerre mondiale, en fait. Voilà. Pour payer justement la guerre. Voilà. Et ils disent l'État n'a pas à savoir combien un couple gagne, comment il le dépense, etc. Bon, aujourd'hui, ça nous semble absolument... on est à des années-lumière, il nous semble absolument normal que l'État utilise Google Images pour voir exactement comment on a organisé notre jardin, s'il n'y a pas une petite cabane cachée, etc. Bon. Et ensuite, en termes de dépenses publiques, la dépense publique induit, et par essence, le contrôle social. Pourquoi? Parce que c'est un principe démocratique, en fait. Comme l'argent est prélevé sur d'autres citoyens, il est normal et légitime, d'un point de vue démocratique, que l'administration vérifie la façon dont les bénéficiaires utilisent cet argent. Il ne s'agit pas, pour le coup, normalement, de donner des chèques en blanc en disant « allez-y, voilà de l'argent qui a été pris sur vos concitoyens, faites-en ce que vous voulez, c'est la fête ». Donc, une entreprise qui est aidée, ou une entreprise qui bénéficie d'une subvention, il est normal, démocratiquement, qu'elle rende des comptes et qu'il y ait un agent de l'administration qui vienne et lui dise « attendez, comment vous avez dépensé ici ?» Un citoyen qui touche des aides, c'est également normal. Alors, ça peut être absolument légitime. On peut décider qu'il faut aider les gens, effectivement, et c'est souvent, et dans un certain nombre de cas, c'est très utile. Par contre, on ne peut pas se dire on ne peut pas oublier que ça a des conséquences en termes de liberté et de contrôle social. Et aujourd'hui, mais on a du contrôle social dans tout. Il suffit de voir le nombre de formulaires CERFA qu'on doit remplir à longueur de journée. Il y a eu cette histoire, alors aujourd'hui révolue, mais du RSA conjugalisé.
où, à un moment, les contrôleurs rentraient dans la salle de bain pour voir s'il y avait bien 2 brosses à dents. Et pour voir si le couple était un couple qui vivait effectivement ensemble, et si ce n'était pas une fausse déclaration, puisque ça modifiait le montant du RSA qui était perçu. Et des exemples comme ça, on en connaît tous, des exemples où on vous demande exactement de justifier un ticket de métro parce que vous l'avez passé en frais, etc. Enfin, donc, et du point de vue de l'administration, c'est normal, et du point de vue démocratique, c'est légitime. Mais on en arrive à des aberrations, et ces aberrations, elles sont portées par le fait, comme tu le disais, que la fiscalité ne cesse de croître et que la dépense publique ne cesse de croître. Et en plus de tout ça, les services publics, à l'inverse, la qualité des services publics, à l'inverse, ne cesse de décroître, en tout cas, dans un certain nombre de secteurs. Et ce que tu dis aussi, c'est que ce contrôle social amène aussi forcément... de la dénonciation entre voisins, chacun justement s'épier sans vie, pourquoi il y a droit, pourquoi j'y ai pas droit, enfin, du ressentiment. Oui. Et là, c'est l'idée de nation à un moment qui commence à... Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en plus, cette dynamique de prélèvement et de contrôle s'inscrit dans une société qui, soit de fait, n'est plus en croissance, ou s'est convaincue qu'elle ne pouvait plus croître, eh bien, on arrive dans une logique où tout ce que l'autre peut gagner mépris, en fait. Et donc, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on citait tout à l'heure, c'est la guerre des miettes. On se bat aujourd'hui pour les miettes. On voit je reprends l'image du gâteau connu, c'est pour redistribuer, on a 2 choix, soit on fait des parts plus petites, et donc celui qui veut plus gros, il bouffe sur ma part, soit on limite le nombre de convives, et donc on va dénoncer l'immigration économique en disant, mais attendez, si on fait venir des gens, ils vont nous piquer notre emploi. Donc déjà qu'il n'y en a plus, on n'en veut pas. Et tout ça parce qu'on s'est inscrit dans cette logique de réflexion malthusienne, et la combinaison de l'obsession égalitaire et de la conception malthusienne de l'économie font, je crois, beaucoup pour aujourd'hui la frustration économique et sociale. Tu le résumes dans une tête de chapitre, éthique de renoncement, esprit de rationnement. La redistribution est profondément malthusienne et pessimiste. On est au bout, on n'a pas eu le temps de parler de l'héritage, on n'a pas eu le temps de parler du regret que tu as, moi aussi, du Macron de 2015 qui disait « les jeunes ne doivent avoir qu'un rêve, devenir milliardaire ». Je ne sais pas s'il oserait le répéter aujourd'hui. Et je voulais juste finir, parce que je ne connaissais pas non plus cette phrase d'Ernest Renan, que je n'ai pas plus lu que Tocqueville. Donc je te remercie. Autour de l'idée de nation, je trouve, cette phrase est magnifique. Donc qu'est-ce que la nation ? Un plébiscite de tous les jours, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. C'est la grande conférence de Renan en 1881. Et ce qui est très intéressant, ce qu'il faut la lire, c'est une dizaine de pages, je crois. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant, il dit, est-ce que la nation, c'est une histoire ? Oui, mais non. Est-ce que c'est une langue ? Oui, mais non. Ce qui fait la nation, c'est cette envie qu'on a collectivement de bâtir un avenir commun. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est en train de se déliter. Oui. Là, on est au cœur du truc. Le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. Voilà, donc allez lire ça, L'obsession égalitaire, Erwan Le Nohan, et puis l'année prochaine, on se retrouvera pour s'écharper sur l'héritage. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.